Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Regardons ensemble les titres. L'arrivée du cyclone Batsirai à Madagascar fait craindre le pire avec des rafales de vent pouvant atteindre les 260 km/h, des vagues de 15 mètres et des pluies diluviennes, et ce 15 jours après le passage de la tempête Anna. Un convoi de la liberté pour manifester contre les mesures sanitaires au Canada et des milliers de camionneurs opposants tentent de faire entendre leur voix depuis plus d'une semaine dans plusieurs villes du pays, alors que le gouvernement n'a clairement pas l'intention de céder. Dans le même temps, en France, les restrictions vont s'assouplir, bien que le protocole sanitaire dans les établissements scolaires ait suscité l'agacement d'enseignants et étudiants qui ont manifesté. Le président d'un syndicat lycéen, Colin Champion, sera notre invité dans quelques minutes. Enfin, rien de tel qu'une bonne crêpe pour débuter ou terminer son repas. La Chandeleur peut se célébrer et se déguster sous diverses formes et coutumes, dont nous vous ferons découvrir les origines d'une tradition, vous le verrez, bien ancrée dans les mœurs. 15 jours à peine après le passage de la tempête Anna, c'est désormais la crainte du passage du cyclone Batsirai à Madagascar qui pourrait provoquer de lourds dégâts, à commencer par de fortes pluies et des vents attendus à 260 km/h. Les toutes dernières informations avec Meiki Suplo. Le cyclone Batsirai devrait atteindre dans les prochaines heures Manjari, à l'est de Madagascar. Des équipes de sauvetage ont été déployées depuis vendredi par les Nations Unies. Plusieurs stocks de nourriture ont été acheminés par avion. 5 millions de personnes sont menacées par le cyclone. Des vents à plus de 165 km/h, de fortes pluies, des dégâts généraux et des vagues de 10 à 15 mètres de haut sont attendus. L'île de la Réunion a été aussi touchée cette semaine par le cyclone Batsirai, ce qui a provoqué des dégâts considérables avec des arbres qui sont tombés et des toits qui se sont envolés. 12 personnes sont blessées, aucun mort n'est à déplorer. Plus de 72 000 foyers ont été privés d'électricité en raison du cyclone. Actuellement, les réseaux d'électricité sont en train d'être rétablis. Après plus de 2 jours de tempête, l'alerte rouge a été levée hier matin. Les Réunionnais sont priés de rester chez eux encore quelques jours, le temps que le secours d'intervention dégage les routes. Le cyclone poursuit sa route et se trouve à environ à plus de 260 km/h au nord de la Réunion. Toujours à l'étranger, partons désormais au Maroc où les secouristes tentent sans relâche, malgré les risques d'éboulement, de secourir le petit Ryan tombé il y a 5 jours dans un puits asséché de 32 mètres. Les sauveteurs sur place sont seulement à 2 mètres de l'enfant et entament l'étape la plus difficile car la roche émaille les efforts des secouristes. Des milliers d'habitants sont amassés sur place malgré le froid dans un élan de solidarité. Au Canada, le bras de fer, lui, bat son plein entre le gouvernement de Justin Trudeau, qui n'entend pas céder face à la vague de contestation dans le pays et menace de rapatrier l'armée dans la capitale fédérale Ottawa afin de faire déloger les occupants opposés aux mesures sanitaires, dont l'obligation vaccinale revendiquée par des milliers de camionneurs. Retour en France, toujours sur le front de la pandémie, et pour la 4e fois ce jeudi se sont tenus de nouveaux rassemblements afin de contester le protocole sanitaire émis dans les établissements scolaires et qui devrait s'alléger dès la rentrée des vacances de février. On reçoit tout de suite ce soir le président du syndicat La Voix lycéenne, Colin Champion. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais il y a un instant, ce jeudi, vous manifestiez de nouveau malgré les aménagements mis en place par le gouvernement, entre la distribution de masques FFP2, le recrutement de remplaçants dans les écoles ou encore la mise en place de fonds pour les régions afin de financer les capteurs de CO2 dans les classes et l'assouplissement des mesures sanitaires dès la rentrée. Est-ce que ces mesures sont insuffisantes? Avez-vous le sentiment de ne pas être écouté? Concernant les 4 jeudis de mobilisation qui ont marqué un peu cette rentrée 2022 pour les lycéennes et lycéens, on a obtenu une des revendications, mais qui n'allait pas toute seule, c'est-à-dire le report des épreuves de spécialité, qui a été obtenu grâce à la mobilisation des lycéennes et lycéens, mais pour nous, ce report, il ne devait pas être une mesure prise comme ça toute seule. Elle devait s'accompagner d'un aménagement des programmes, et puis du fait qu'on permette aux élèves qui en ont besoin de prendre la meilleure note entre contrôle continu et épreuve terminale. Et ça n'a pas été entendu. D'autre part, la question du report des épreuves de spécialité et même de leur existence, elle pose la question du baccalauréat, aussi de la sélection. Actuellement, on est sur un système de sélection complètement inégalitaire avec Parcoursup qui sélectionne dans des algorithmes dont on ne connaît même pas les caractéristiques précises pour chaque fac et chaque école. Mais surtout, globalement, les inégalités scolaires et les inégalités sociales
qui existent dans le système éducatif, elles ne sont pas résolues, elles se sont accentuées avec la crise sanitaire, avec les réformes du lycée et du baccalauréat. Donc c'est pour ça qu'on s'est mobilisé le 3 février, c'est pour donner une perspective et le début d'un mouvement à ce constat qui est que on est dans un système complètement inégalitaire qui sélectionne plutôt que d'ouvrir des places à l'université. Et on continuera de se mobiliser parce que cette revendication elle doit être entendue et qu'on a un président de la République qui nous méprise, qui déclare qu'il va augmenter les frais d'inscription à l'université, même s'il dit le contraire à la presse. Et finalement, c'est odieux quand on voit qu'il y a des milliers d'étudiantes et d'étudiants qui sont obligés de faire la queue devant des distributions alimentaires pour avoir le droit de manger, de se nourrir. C'est pas possible. On doit avoir le droit de se nourrir, de se loger, de vivre dignement, et ça doit être un impératif aujourd'hui. À ce propos, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, réaffirmait il y a encore quelques temps que la jeunesse était une priorité, avec la mise en place de mesures hors Covid-19, entre autres le pass culture. Est-ce que c'est une façon, une stratégie de masquer la précarité étudiante exacerbée par cette crise sanitaire ? Alors d'autre part, évidemment que quand Jean-Michel Blanquer dit que la jeunesse est une priorité, c'est des belles paroles mais qui ne s'accompagnent pas d'actes. Si la jeunesse était une priorité, il aurait investi de l'argent dans l'éducation. Il n'aurait pas supprimé plus de 7400 postes de professeurs dans le second degré. Donc on voit bien que toutes les mesures qui sont prises par Jean-Michel Blanquer et par ce gouvernement depuis le début du quinquennat Macron, et particulièrement avec la crise sanitaire, des mesures de mépris, de casse sociale. La précarité étudiante s'est renforcée, la sélection s'est renforcée, les inégalités pareil, et on est dans un contexte où il y a de plus en plus de pauvreté, de misère dans le pays. Donc les jeunes, déjà on leur prévoit un avenir qui est sombre, qui est plus un avenir de précarité, d'emploi précaire, de difficultés pour vivre dignement, et puis d'autre part une éducation qui vraiment est dépourvue de moyens de plus en plus. On enlève à l'éducation ce dont elle a le plus besoin, c'est-à-dire des moyens humains et aussi des moyens financiers, mais les deux vont ensemble. Et quand on voit l'état de nos lycées, quand on voit les programmes qui sont parfois complètement incohérents et complètement aussi déconnectés de ce dont on a vraiment besoin, c'est-à-dire un enseignement qui soit universaliste, que la voie professionnelle par exemple ait accès à la philosophie, qu'on n'ait pas des spécialités qui finalement classent les élèves et on retourne à un baccalauréat de type ABCDE comme on avait il y a un certain nombre d'années. Et donc le gros problème aujourd'hui c'est que voilà, la jeunesse est vraiment dans une phase qui n'est pas facile, à la fois moralement, psychologiquement, mais surtout concrètement dans la vie qu'on a au quotidien, pour se nourrir, pour se loger, pour vivre, et puis surtout pour avoir un avenir et des rêves, parce que c'est ça dont la jeunesse a besoin, c'est d'avoir des rêves et des objectifs et de pouvoir les concrétiser. Emmanuel Macron disait, je cite, « On ne pourra pas rester dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants ». Fin de citation. Est-ce que cette polémique du président de la République, et ce dans un contexte, on le sait, sanitaire, ne fait-elle pas qu'attiser les tensions syndicales ? Pour revenir sur la phrase d'Emmanuel Macron, encore une fois, c'est une phrase qui est inacceptable, qui est ahurissante, de mépris et surtout de violence vis-à-vis des jeunes qui ont des difficultés à vivre. Et considérer que le système de bourse actuel, le système d'aide pour les jeunes, il est suffisant, mais surtout considérer que ce système-là est un système d'assistanat ou je ne sais quoi encore qui donne à des étudiants qui n'ont pas besoin, c'est complètement déconnecté de la réalité. C'est surtout derrière un grand mépris financier de la situation des jeunes et de ce dont on a vraiment besoin. Quand on est jeune, quand on est étudiant, on devrait ne pas avoir à travailler à côté. On est dans la période de notre vie qui est l'éducation et la formation, et on n'a pas à devoir subvenir à nos besoins en travaillant et en se détournant finalement de nos études. Et si on veut une génération qui soit formée, qui soit qualifiée, qui surtout ne soit pas dégoûtée et n'en arrive pas à devoir se suicider parce que la vie est devenue trop dure pour la suite, eh ben, il va falloir permettre à la jeunesse de se consacrer à ses études et surtout d'avoir une vie digne et surtout heureuse. C'est ça le grand mot aujourd'hui qui est oublié, qui a été oublié avec la crise sanitaire, mais qui est surtout mis de côté par ce gouvernement qui a détruit vraiment le service public d'éducation, l'enseignement supérieur, qui est en train de détruire tout ce qui constitue
l'égalité dans ce pays et ce qui donne une chance à chacun de réussir et d'avoir une vie et un emploi digne. Depuis sa mise en place en 2018, la plateforme d'admission post-bac Parcoursup est vivement critiquée, notamment à gauche, d'Anne Hidalgo en passant par Yannick Jadot ou Fabien Roussel qui parlent eux de machine à injustice. Êtes-vous favorable avec ces propos et quelles alternatives proposeriez-vous? Alors je ne vais pas revenir sur toutes les propositions des candidates et candidats présidentiels concernant Parcoursup. On entend les paroles qui sont données, des paroles fortes sur l'abolition de Parcoursup, mais ces propos-là, ils ne doivent pas rester en surface. Nous, ce qu'on attend, c'est réellement qu'on s'attaque à la sélection. Parcoursup, c'est la mascotte, c'est le visage, c'est la figure de ce système de sélection, mais derrière, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est réellement les inégalités, déjà dans le système éducatif, mais surtout le fait qu'on doit permettre d'abolir totalement la sélection au lycée et à la fac. Et ça ne peut être fait qu'en créant des places à l'université, en donnant à chacun la chance de choisir la voie qui lui correspond. Et ça doit être fait avec l'abrogation de Parcoursup, mais aussi avec l'abrogation de tout le système de sélection qu'il y a derrière. En Belgique, par exemple, on a beaucoup moins de sélection et ça se passe très bien. Donc les politiques qui nous disent qu'il faut sélectionner et qu'on va être dans une situation de fac trop pleine, en fait, ils montrent qu'ils ne connaissent pas la réalité et qu'ils ne savent pas que, les ambitions, les rêves, les objectifs professionnels, ils sont différents pour les jeunes et qu'on ne va pas se retrouver avec des facs bondées. Et même ça, si on se retrouve dans cette situation-là, il faudra y répondre par des moyens et surtout par un vrai pôle public, un service public de l'orientation, ce qu'on demande depuis des années maintenant, mais qui est une proposition qui est complètement mise de côté par le gouvernement. L'idée qu'on ait un pôle avec vraiment des moyens et finalement tout ce qu'il faut, des moyens humains, des conseillers et puis des moyens aussi de ressources pour nous permettre de s'orienter. Merci Colin Champion d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, cette semaine et ce samedi restera chargé dans l'agenda politique. Éric Zemmour était en meeting cet après-midi à Lille, où des opposants et militants de SOS Racisme ont contesté sa venue, portée par la voix de la maire de la ville, Martine Aubry, et soutien à Anne Hidalgo. Et en simultané, Marine Le Pen, elle, était en meeting à Reims. Et justement, retour sur cette semaine chargée en politique avec notre toute nouvelle rubrique Tribune de campagne 2022, présentée par Émilie Duvac et Meiki Suplon. En tête des sondages, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ces 4 candidats changent de place au fur et à mesure des meetings. D'après les derniers sondages, le président actuel, Emmanuel Macron, reste largement en première place avec au moins 24% d'intention de vote, alors qu'il n'a toujours pas annoncé officiellement sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Valérie Pécresse semble avoir du mal à se démarquer. Malgré ses déplacements, elle ne marque pas l'électorat. Ce jeudi, elle se trouvait en Corse. Elle a profité de cette journée pour rencontrer le peuple, des élus, des acteurs économiques, mais aussi des soignants. Valérie Pécresse semble vouloir utiliser la proximité pour convaincre les Français qui sont encore nombreux à la qualifier de froide et distante. La candidate parle beaucoup d'union, de solidarité. Elle souhaite que le peuple se rassemble et porte avec elle son projet. Ce samedi, les 2 candidats d'extrême droite étaient eux chacun en meeting dans un coin de la France. À Lille, Éric Zemmour était attendu par les partisans de son parti, Reconquête, mais aussi par des manifestants. Certes, un peu moins de personnes étaient présentes à Reims pour écouter Marine Le Pen, mais elle n'a pas eu à gérer d'opposants à sa candidature. Elle dénonce d'ailleurs souvent la terreur et le communautarisme qu'Éric Zemmour crée. La candidate prônait la sérénité, des solutions concrètes et un programme construit pour sa nouvelle candidature. Éric Zemmour est lui candidat à la présidentielle pour la première fois, mais n'hésite pas à défendre des idées fortes, notamment en matière d'immigration et d'identité nationale. Pendant ce temps, d'autres candidats sont aussi en pleine campagne. On peut citer Nathalie Arthaud, qui s'est rendue à Nantes pour parler des travailleurs qui doivent être écoutés, du chômage qui doit disparaître, ou encore des conditions de vie qui doivent être décentes pour tous. Jean-Luc Mélenchon, un des autres candidats, se trouvait à Tours cette semaine. Il ne se laisse pas abattre face à la montée des partis politiques de droite. Il soutient des changements importants pour supprimer les grandes inégalités entre les Français. De la crêpe traditionnelle à la crêpe revisitée, il n'y a décidément qu'un pas, et pourtant la Chandeleur est une tradition bien ancrée, mais sait-on vraiment d'où vient cette coutume? Meiki Suplon a tenté de relever le mystère sans succomber à la tentation. Regardez.
Qu'elle soit salée ou sucrée, la crêpe se marie sur toutes les sauces. Voyons tout de suite l'histoire de la Chandeleur. Depuis des siècles et des siècles, chaque début de février, nous fêtons la chandelle, devenue la Chandeleur, cette fête chrétienne qui a trouvé son origine lors d'une cérémonie de l'Église catholique qui avait pour objectif de réintégrer une jeune mère qui avait accouché et qui n'avait pas pu se rendre à l'église pendant sa période de quarantaine. Mais pourquoi nous fêtons des crêpes en février ? Il est écrit que Marie et Joseph ont présenté Jésus au temple 40 jours après Noël et sa naissance, c'est-à-dire le 2 février. Le 49e pape de l'Église catholique, Gélas Ier, aurait offert aux pèlerins des galettes et des chandelles. C'est ce qui est à l'origine de la crêpe. À ce jour, le jour de la Chandeleur, c'est la crêpe qui reste numéro 1. La Chandeleur est devenue chrétienne en l'an 472, lorsque Gélas Ier avait organisé des processions qui symbolisent Jésus, lumière d'Israël. En Bretagne, le jour de la Chandeleur est de faire des repas faits que de crêpes, afin d'assurer bonheur et prospérité. La tradition, c'est que la première crêpe doit sauter par la main droite en tenant une pièce dans la main gauche, puis recouvrir d'un torchon la crêpe et doit être laissée toute l'année au-dessus d'un meuble. Et miam miam la crêpe, défi relevé. Eux justement ont brillé et ont relevé le défi au lendemain de l'ouverture des JO de Pékin. La France a remporté sa première médaille d'argent en deuxième place du relais mix de biathlon ce samedi. Et ce, par la force du travail d'équipe, bien sûr. Rebonsoir Mikey Suplon, peut-on autant se réjouir du temps qui est prévu pour les prochains jours ? Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Bonsoir Steven, bonsoir à toutes et à tous. Voyons tout de suite les prévisions météo. On commence par la journée de demain matin. Le soleil est encore plus présent au sud-ouest et vers les Pyrénées, tandis qu'il se voile de plus en plus d'enseignements suisses sur les autres régions. De nombreux nuages s'installent, ils circulent en lien avec un front pluvieux qui gagne les régions du nord, plus actif entre la Manche et la Belgique où le vent forcit tout au long de la matinée. Les températures minimales sont contrastées, comprises entre -3 à Aurillac et +10 degrés à Cherbourg. Pour l'après-midi, la perturbation apporte de pluies réguliers sur le tiers nord, se changeant en neige sur les Vosges puis le Jura des 800 mètres. Ce front est associé à un coup de vent avec des rafales de vent atteignant à 70 à 90 km/h jusque dans l'intérieur des terres. Dans le centre et l'ouest, le ciel se couvre et quelques gouttes peuvent tomber. Des Pyrénées aux Alpes à la Méditerranée, le soleil se voile. Les températures maximales s'établissent entre 6 et 16 degrés. Pour les prochains jours, nous regardons tout de suite les prévisions météo. On commence par la journée de lundi. Les nombreux nuages glissent au sud-ouest et sur l'est de la Suisse, où les restes du front distillent en quelques gouttes les régions centrales à la mer du Nord, ainsi qu'aux abords du bassin méditerranéen. Un soleil généreux s'impose aussi. Il faudra toutefois composer avec la Mistral et la Tramontane et de vents violents. Les températures seront fraîches dans l'est, plus douces sur les régions occidentales, ainsi qu'en Méditerranée. Mardi, les nuages reprennent davantage sur les régions du nord, surtout de la Manche, vers le Benelux. En revanche, l'affirmation de l'anticyclone bénéficie à un ensèchement de la masse d'air propice à un franc soleil sur les 2/3 sud. Ce ciel nocturne dégagé favorise le retour de nombreuses gelées et la douceur s'accentue en après-midi. L'atmosphère devient printanière, notamment là où le soleil brille. Enfin, pour mercredi, les hausses pressions restent puissantes avec un temps sec et très ensoleillé. Quelques nuages circulent de la Manche à la Belgique et d'autres remontent sur le Languedoc. Une douceur printanière domine en après-midi. Voilà Steven, excellente soirée à tous. Et vous pouvez désormais retrouver toutes vos informations complémentaires et en direct sur notre site internet ar1info.fr. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. Mercredi à 16h, vous retrouverez Rodrigue Bedin pour son émission QG Politique. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours pour le journal. Très belle soirée à vous. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr. Le QG politique continue ce mois-ci sur AR1. On se retrouve
mercredi à 16 h pour un nouveau numéro. On parlera bien évidemment du programme des candidats à l'élection présidentielle et on analysera, on décryptera avec nos journalistes les événements de ces dernières semaines en lien avec l'élection.